Mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire. 15h, 17h55. Une fois de plus, bienvenue dans le point littéraire, l'espace où les mots prennent le pouvoir, où les idées s'élèvent et où les livres deviennent des compagnons de réflexion. Aujourd'hui, nous sommes invités d'ailleurs à ralentir ainsi qu'à respirer, à vous recentrer, car notre invité du jour nous propose un voyage intérieur, une exploration audacieuse d'un territoire souvent négligé, la solitude. Son nom est Ferdinand Junior Fouda, jeune auteur camerounais. Passionné de développement personnel, de spiritualité et de leadership, il signe un essai percutant intitulé Le pouvoir de la solitude, préfacé par Éric Théophile Tchumke. Dans un monde saturé de distractions et de connexions numériques, ce livre nous invite à réhabiliter la solitude comme espace de ressourcement, de créativité et de connaissance de soi. À travers des anecdotes personnelles, des réflexions philosophiques et des éclairages scientifiques, l'auteur nous tend un miroir, celui de notre rapport au silence, à l'absence, à nous-mêmes. Est-ce que la solitude est une faiblesse ou une force, une fuite ou une reconquête? Restez avec nous pour une conversation profonde, vivante et peut-être même salutaire, car aujourd'hui, le point littéraire, nous faisons le pari de la solitude, peut-être un pouvoir, et que le pouvoir mérite d'être compris, embrassé et même partagé. Bienvenue Ferdinand Junior Fouda dans les locaux de Royal FM et dans le point littéraire. Merci Monsieur Foucault pour l'invitation et je tiens à saluer vos nombreux auditeurs et surtout vos followers de par le monde. C'est un luxe pour moi d'être ici, vraiment le cadre est très magnifique et je suis très ravi d'être parmi vous et très excité à l'idée de répondre à toutes vos préoccupations. Je dois avouer que le mérite va tout droit au président directeur général, le révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaye, qui rêve grand, qui a une vision assez précise de ce qu'il faut en termes de médias. Le décor, tout est pensé par sa personne. Alors aujourd'hui, nous vous recevons, pas pour une balade de santé, car vous avez sorti et proposé sur le marché de la réflexion le pouvoir de la solitude. Vous êtes, et je l'ai dit, un passionné de littérature. Vous encore, vous êtes un étudiant-chercheur à l'université de Yaoundé 1 en sciences du langage, option sémiotique et communication. Qu'est-ce qu'on fait là-bas, précisément, Junior? Les sciences du langage sont un voyage autour des lettres, un voyage autour des symboles, parce que lorsqu'on entend par sémiotique, l'étude des signes dans leur plénitude sémantique, parce que à la différence avec la sémiologie, qui est juste une étude des signes linguistiques, oui. La sémiotique est le prolongement de la sémiologie. Et en sciences du langage, nous avons plusieurs options. Il faut dire que cette filière, elle est nouvellement créée, oui. Elle est nouvellement installée à l'université de Yaoundé 1. Est-ce que c'est la première cuvée ou bien il y en a eu d'autres? La première cuvée dans le domaine? Moi, c'est mon premier bébé littéraire. Non, je dis la première cuvée en ce qui concerne notamment les étudiants en sémiotique du langage. Non, c'est pas la première cuvée. Nous avons eu beaucoup de personnes qui sont venues avant. Qui sont venues avant, effectivement. Est-ce que ça donne de l'argent, étudier finalement le langage? Ça donne de l'argent parce que nous avons plusieurs filières et nous avons
l'option pathologie et acquisition du langage que nous retrouvons également dans les hôpitaux. Vous savez, les enfants ont souvent des problèmes liés au langage. Parfois, un enfant qui a 2 ans qui est l'âge de l'explosion du langage, un enfant qui arrive à 2 ans sans parler, cela est un problème. Cela est un problème. Ça commence à préoccuper loin de la famille. Loin de la sorcellerie, comme on peut souvent le voir dans certaines Ça familles. s'explique scientifiquement. Ça s'explique scientifiquement. Et là, vous êtes des spécialistes Nous sommes qui des peuvent spécialistes. notamment décrypter ce phénomène-là. Effectivement. Alors, vous êtes aujourd'hui avec ce livre, Le pouvoir de la solitude. Moi, je suis tenté de vous poser la question, qu'est-ce qui vous amène à parler de solitude? Merci, monsieur Foucault, parce que votre question arrive à point nommé. Il faut le dire, la solitude, penser la solitude au XXIe siècle est un grand luxe pour moi, parce que le constat est fait que la plupart des gens se retrouvent dans une hyperconnexion, une déconnexion de la réalité, ce qui, pour certaines personnes, a être moins créatif au XXIe siècle. Et cela est dû à cette connexion accentuée qui trouble l'exécution de certaines tâches quotidiennes. On ne vit plus le réel en réalité. On ne vit plus le réel. Nous vivons dans une société virtuelle avec des amis virtuels que nous ne connaissons même pas. Avec qui on échange chaque jour. Chaque jour, nous oublions même la réalité, l'autre société, la société qui est là pour nous et nous devons être impliqués dans toutes ces activités. Donc, j'écris dans cette mesure-là pour appeler les gens non seulement à penser la solitude d'une manière un peu plus positive. Oui. Parce que au-delà de toutes les conjectures, la solitude peut contribuer à grandir spirituellement, parce que vous aurez la chance de découvrir ce pan-là de mon livre lorsque vous le lirez. La solitude avec la communion avec... Pour les auditeurs, parce que moi je vous rassure, je l'ai lu. Merci. Alors, est-ce qu'il y a eu une expérience personnelle qui vous a amené, vous, à finalement juger de la puissance de la solitude? Est-ce que vous vous êtes retrouvé un jour en pleine solitude, de façon, je vais dire, solitaire, et là, vous vous êtes ressourcé d'une façon ou d'une autre? Bien entendu, je ne peux pas me permettre un tel voyage sans avoir vécu certaines expériences. Et avoir testé la réalité. Effectivement, lorsque je suis arrivé à l'université de Yaoundé 1, je n'avais que 16 ans. Très jeune. Hein? Oui, je n'avais que 16 ans. Aujourd'hui, je suis en Master 2. Félicitations. Merci. Vous allez continuer le bon bout. Je veux dire que le mur des lamentations ne vous a pas frappé? Pas du tout. Depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais échoué. Et c'est jusqu'à la gare, je ne vais jamais échouer, parce qu'il faut toujours penser positivement. Donc, lorsque je suis arrivé à Yaoundé, j'étais presque seul. Je me suis confié à moi-même. Et j'ai vu que la solitude avait un pouvoir. La solitude, à elle, me conduisait à des résultats probants, des résultats vraiment appréciables et appréciés. Les gens ont aimé mon arrivée, parce que j'étais major au niveau 1. J'étais presque seul à Yaoundé, parce que je n'avais presque personne. Vous étiez vraiment solitaire? Pas de solitaire. Famille proche, pas de famille, des personnes vers qui se tourner immédiatement lorsqu'on a des soucis? Effectivement, la seule personne à qui je me confiais, c'était moi. Oui. Et j'étais très très créatif. Pour écrire ce livre, j'ai été seul. Et comme la plupart des grandes inventions, j'ai été seul. Comme le dit John Steinbeck, les grandes inventions sont solitaires. En étant seul, vous avez considérablement avancé. La preuve, vous n'avez pas d'échec académique. Vous êtes entré à l'université à 16 ans. Aujourd'hui, vous êtes avec un M2. C'est assez impressionnant. Beaucoup, par contre, qui sont dans des familles, on va dire, dans le confort familial, peinent quelquefois à avancer, parce que confrontés à la difficulté, ils lâchent prise. Pourquoi vous n'avez pas choisi de faire peut-être un roman pour raconter votre histoire, et vous avez plutôt opté pour l'essai? Pourquoi? Merci pour votre question. Vous savez, j'opte pour l'essai parce que l'essai, et surtout, il existe une taxonomie des essais. Ça, il faut le rappeler aux nombreux auditeurs. Mon essai s'inscrit dans les essais scientifiques, et
je me suis posé la question de savoir comment est-ce que certaines personnes abordent la solitude. D'aucuns pensent que la solitude est une opportunité de croissance, d'autres la solitude est un emprisonnement, un empoisonnement. Et j'écris dans l'essai pour non seulement parler des vertus de la solitude, parce que vraiment j'ai vécu les vertus de la solitude. Oui. Et d'autres, par contre, peuvent se trouver dans une situation où la solitude est un emprisonnement. Et je montre également à ces gens-là que c'est bien d'aller aller vers les gens. Les autres. Parce que vous savez, l'homme est un animal politique au sens aristotélicien du terme. Donc, l'homme est fait pour la société étant dans la seconde instance de socialisation des individus. Il est judicieux d'aller vers les gens en communauté, sympathiser avec les gens, parce que la solitude est une arme, est une épée à double tranchant. Oui, et c'est d'ailleurs les deux sections de votre livre. La première section nous démontre quand même que la solitude est un bien. La seconde section nous démontre par contre que la solitude peut être un mal à certaines dimensions. De votre point de vue, pourquoi est-ce que vous avez l'impression que les gens ont peur d'être seuls, d'être solitaires? Tout le monde veut avoir un ami, au point où les outils numériques nous donnent la possibilité d'en avoir des millions et des milliers, même si on ne les connaît pas, même si on ne les touche pas du doigt. Mais il y a comme un besoin compulsif d'avoir absolument des amis. Pas seulement des amis simples, il y en a qui se retrouvent à faire du vivre ensemble, à vivre avec des personnes par crainte de la solitude. Beaucoup de mariages se sont construits et n'ont pas duré sur la longue parce que l'objectif premier c'était de fuir la solitude et finalement on se rend compte qu'on n'est pas atome crochu. Alors pourquoi est-ce qu'il y a comme une peur, une crainte de la solitude dans notre contexte, pas seulement africain, mais aujourd'hui dans notre monde? Effectivement, j'aime la profondeur de vos questions parce que je vais édifier bon nombre. Vous savez, les gens n'aiment pas la solitude parce qu'ils se disent que rester seul, c'est manquer de liens sociaux. Ils oublient que la croissance personnelle commence par l'acceptation de soi. Oui. On dit souvent que lorsqu'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, l'ennemi à l'extérieur ne peut pas vous vaincre. Donc il faut d'abord se connaître. Donc j'appelle donc ces gens-là à penser la solitude autrement, la scruter minutieusement, oui, afin de bénéficier de ces bénéfices. Permettez-moi cette redondance sémantique parce que je pense que c'est aussi en faisant cela que certaines personnes vont comprendre la profondeur de ce que je suis en train de dire, de ce qu'il en est. Et les gens doivent comprendre que, au-delà de tout, la solitude doit être une arme puissante. Parce que lorsque nous voyons les gens qui nous ont précédés, les siècles comme au XVIIe siècle, on parle du classicisme, le siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, le XIXe siècle et même le XXe siècle, nous voyons que les gens ont été très créatifs parce qu'il y avait pas ce flux de réseaux. Et nous sommes dans un monde où l'hyperconnexion est devenue une norme. Oui. Tout le monde a son smartphone. Même il y en a même qui vont aux toilettes avec le téléphone. Oui, ce sont des moments favoris souvent. Parce qu'on n'est pas embêté là-bas aux toilettes, paraît-il. Et cette déconnexion sociale-là, elle est déconstructive parce que elle nous éloigne des gens. Je dirais que ne pas dire des mots, M-O-T-S, adresser des gens, ne pas adresser des mots aux gens en société, nous éloigne des mots M-O-X, M-A-O-U-X. Et il ne faut pas aussi oublier que rester sans dire des mots nous éloigne des gens. Donc, tout comme la solitude nous éloigne des mots, des problèmes, les mots qui gangrènent la société, ne pas également adresser des mots aux gens, ne pas parler aux gens, nous éloigne de la société. Et il faut également distinguer la solitude de l'isolement. Parce que les gens confondent la solitude à l'isolement social. L'isolement social, c'est un sentiment de rejet, souvent imposé à un individu. Et la solitude, on peut même être en société avec les gens et se sentir seul. Tout à fait. Je crois que c'est le pire en fait. Vous avez, dans la première section, eu besoin de 10 chapitres pour démontrer aux gens que non seulement la solitude est un pouvoir, mais aussi que la solitude regorge de nombreux bienfaits. Peut-être on marque un break et on revient.
MTN School offre 2025 bourses scolaires. Jusqu'à 2 millions de francs CFA, des laptops, des MiFi avec 9 mois de connexion Internet offert et 1 an de chat GPT+, à gagner chaque semaine. Rejoins le secteur Yamo au étoile 220 dièse, postule sur yamo.mtn.cm ou paye par Momo à partir de 5 237 francs au étoile 126 dièse ou avec la nouvelle Momo App. MTN, partenaire officiel de la rentrée. D'abord, vous dites que la solitude réduit le stress et l'anxiété. Comment? La solitude réduit le stress et l'anxiété. Je vais vous faire découvrir des vives voix ce qu'il en est de cette partie. Parce que, vous savez, lorsque je le dis, cela est d'abord captivant parce que les gens se demandent, mais comment la solitude peut réduire le stress et l'anxiété. Et l'anxiété, c'est audacieux. Oui, on est dans la page 37, précisément. C'est audacieux, à la page 37. La solitude donc réduit le stress et l'anxiété. Et vous voyez, Dalai Lama affirme, la méditation est un moyen de réduire le stress et l'anxiété en se concentrant sur le présent. Vous savez, la méditation à elle, la méditation, lorsque vous pratiquez la méditation, c'est comme une sorte de croissance. Vous êtes en train de vous connecter à vous-même et lorsque vous le faites, Monsieur Foucault, vous verrez que si vous étiez dans l'anxiété, si vous aviez le stress, cela va baisser considérablement, tout comme aussi lorsque vous pratiquez la méditation. Prenez par exemple un livre. On dit que 1 minute de lecture peut réduire considérablement notre stress. Et en d'autres termes, la solitude peut donc réduire le stress et l'anxiété en permettant de se détendre, de se ressourcer. De voyager sur place. Sans bouger. Lorsqu'on est seul, on peut prendre le temps de se relaxer. De respirer profondément et de se concentrer sur ses pensées et ses émotions. Cela peut aider à réduire les niveaux de stress et d'anxiété et d'améliorer la santé mentale tout entière. Parce que quand vous êtes entouré, généralement, les gens crient. Ça dit qu'il y a parfois des problèmes. Ça accumule le stress, ça accroît le stress de ces individus. Enfin, je vais dire votre stress à vous. Également que vous nous faites savoir que la solitude est un bon moyen pour créer. Lorsque vous êtes seul, et j'imagine que vous avez écrit notamment ce livre, seul dans votre chambre, loin des bruits, loin de monsieur tout le monde, mais vraiment dans votre pleine solitude, vous avez pu créer. Et d'autres artistes préfèrent parfois chanter en pleine nuit quand tout le monde dort, d'autres préfèrent sculpter, faire de la peinture. Donc, dire à quelqu'un que tu n'es pas sociable n'est pas nécessairement une insulte. Pas du tout. La solitude, parler de la solitude comme étant une source de créativité, c'est vraiment clair, ce n'est pas du tout anodin parce que lorsque vous voyez la plus grande partie des inventions, vous verrez que ces inventions sont solitaires. Lorsque nous prenons par exemple le cas de Thomas Edison qui a inventé l'ampoule électrique, il a fait dans sa chambre, il a essayé plus de 999 fois. Il ratait, mais parce qu'il était seul, il a compris que il n'a même pas raté pendant ces 999 fois, mais il a juste trouvé 999 manières de ne pas faire l'ampoule. De ne pas faire l'ampoule. Il y a une seule manière qui a réussi. Il y a une seule manière qui a réussi. Et il a fait seul, loin des bruits, loin des déviances. Et je parlerai aussi de celui-là, monsieur Jameau, et jeune Jameau, qui a mis fin, entre guillemets, à la maladie du sommeil, en trouvant cette astuce-là qui permettait justement de pallier ce problème. Et il y en a tellement, même moi, je suis la preuve vivante de la solitude. Vous avez eu besoin de rester un peu seul pour inventer. Tout à fait. Alors, il y a eu, j'ai dit, ces 8 chapitres pour cette première section, les bienfaits de la solitude comme un moyen de créativité, la solitude comme un moyen de sagesse, la solitude même comme étant un moyen de bien-être, la solitude comme un élément primordial pour le développement personnel. Vous apprenez à vous connaître tout seul dans votre chambre. Vous apprenez à faire attention à votre corps, à certains éléments
de la nature qui vous entoure. Parce que dès qu'on est sur le téléphone, très tôt à 6 heures du matin, on semble éviter de voir même les choses les plus évidentes, les changements qu'on peut remarquer sur son corps, si on a un bouton ou autre chose. Vous avez dit que la solitude permet également une certaine indépendance de soi, renforce la résilience. Et il y a ce dernier aspect qui nous intéresse particulièrement, ça c'est plutôt le chapitre 5, la solitude est la communion avec Dieu. Ça c'est clair. Généralement, C'est on clair. dit que lorsque vous voulez prier, allez dans votre chambre. Effectivement, et Voilà. c'est Jésus qui l'avait dit. Vous fermez et Fermez vous... votre porte. Lorsque vous priez, entrez dans votre chambre, fermez votre porte et priez. Votre Père qui se trouve dans le secret, demandez-lui des choses et dans le secret, il vous les donnera. Dans le secret. Dans le secret. Voilà. Mais il faut quand même dire, hein, au-delà des bienfaits de la solitude, il y a quand même le deuxième chapitre. Dans une dynamique dialogique, on est passé d'abord à une thèse qui soutient nécessairement qu'il y a des bienfaits autour de la solitude, mais vous faites quand même quelques remarques sur les limites, sinon les dangers de la solitude. Et de là, vous faites savoir que la solitude également peut concourir à l'isolement social. Oui, nous ne devons pas aussi oublier. De temps en temps, on peut se retirer, mais il faut revenir vers De les temps en temps, on peut se retirer, mais il faut revenir. Le moins n'est pas maître dans sa propre maison. On a toujours besoin de ce recours perpétuel, ce recours permanent à autrui. Qui suis-je sans les autres? Quand je suis né, j'étais dans le bras, et quand je partirai, je serai dans le bras. Donc, nous devons... Non, mais à la fin et au début. Effectivement, à la fin et au début. Donc, nous devons savoir que l'homme est un animal politique. L'homme a cette capacité-là d'être utile à notre vie, d'impacter positivement aussi notre vie. Et nous devons se mêler des activités qui sont menées dans notre société et ne pas être toujours différent. Donc, c'est ce qui fait, je dirais, la beauté de mon livre. Parce que j'ai voulu penser la solitude dans sa bifacité, dans sa plénitude, la plénitude sémantique. Parce que cela aidera certaines personnes à mieux comprendre. Si tu te trouves dans une solitude prolongée, tu dois comprendre que la société, elle est là pour toi. Et ceux qui se trouvent dans cette hyper-connexion, dans cette consommation servile des réseaux sociaux, doivent aussi comprendre que la solitude, elle est la clé même de la réussite. On vous a vu dire très clairement que la solitude choisie est un bien. Par contre, la solitude, on va dire imposée, subie, là c'est un souci. Et d'ailleurs, vous avez dit que ça peut avoir des problèmes attaquer notre santé mentale en quelque sorte. Parce que lorsqu'on est seul, quelquefois on se pose des questions. Est-ce qu'on est suffisamment bien pour être au milieu des autres? Est-ce qu'on est suffisamment bien aguerri et ainsi de suite? Donc même la santé mentale peut en pâtir lorsqu'on est trop seul, lorsqu'on subit en quelque sorte la solitude. Et bien entendu, la solitude prolongée, la solitude subie peut avoir un impact considérable sur notre santé mentale. Lorsque vous arrivez en France, par exemple, une personne sur 3 se sent seule. Et cela joue de manière défavorable dans la vie de ces personnes-là. Vous verrez qu'il y a des cas de suicide. Oui, parce qu'on est resté trop longtemps seul. Effectivement, et on ne trouve plus de sens. On ne trouve plus de sens à notre existence. On est dans cette solitude prolongée, destructrice, et on ne peut que se donner à la mort. Et même la solitude peut amener une forme d'addiction aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a plusieurs rapports et même plusieurs études qui démontraient que quelquefois les jeunes Américains qui restaient dans leur chambre parce qu'ils avaient une perte de confiance en soi préféraient s'adonner soit aux jeux vidéo, soit à une activité intense sur les réseaux sociaux. Cela entraînait encore d'autres formes de dérives qu'on ne pouvait pas imaginer. Donc forcément, seul, on est plus enclin à aller vers les réseaux sociaux également. Effectivement, lorsqu'on est seul, on est susceptible de se donner à fond à ce monde virtuel qui nous plonge dans un voyage virtuel avec des personnes virtuelles qu'on ne rencontre généralement pas.
Oui, la solitude, elle a également ce pouvoir, mais un pouvoir un peu négatif. Parce que l'addiction aux nouvelles technologies, vous voyez maintenant quelqu'un qui n'a même pas d'amis réels. Vous voyez son compte Facebook, vous voyez qu'il a C'est peut-être... une star. C'est une star. Très suivi par des milliers de personnes, Des milliers de à personnes. travers le monde. Et d'ailleurs, c'est même devenu un indicateur d'influence dans notre contexte. Les jeunes qui ont beaucoup plus de personnes, de followers, on va le dire ainsi, se sentent légèrement supérieurs à d'autres jeunes qui n'arrivent pas à influencer leur société. Et donc, ne pas avoir des followers peut entraîner aussi une certaine frustration. Tout à fait. Il y a aussi que la solitude augmente la mortalité. Ça nous a quand même fait tiquer un peu, augmenter la mortalité. Comment cela peut se matérialiser? Merci. Une démonstration avant que les gens ne découvrent dans le livre. Là, on est à la page 55 notamment, où le chapitre est abordé en long et en large pour démontrer quand même que, attention, si vous êtes seul, quelquefois ça peut entraîner jusqu'à la mort. Effectivement, la solitude est associée à une augmentation du risque de mortalité et cela a été prouvé. La solitude chronique, il faut le dire, peut augmenter le risque de mortalité de manière considérable. Et une étude a été menée en France tout récemment et a prouvé qu'une personne sur 3 se sentait seule, ça je l'ai déjà dit. Et de ce fait, nous voyons clairement la dangerosité du phénomène qu'est la solitude, telle une pandémie, la solitude. Et les études montrent que la solitude chronique est liée à un risque plus élevé de mortalité, comparable à d'autres facteurs de risque majeurs comme l'obésité, le tabagisme. Donc la solitude est l'une des causes de la mortalité dans le monde. Le fait d'être seul ne tue pas directement quelqu'un car il s'agit là d'une cause indirecte. C'est-à-dire que la solitude va facilement engendrer des cadres de vie mauvais pour la santé. Elle va faciliter une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène, on ne prend même plus soin de soi. Oui, on est dans son coin, on s'abandonne un peu. On s'abandonne, une mauvaise hygiène et cela va souvent au-delà même de ça. Et le manque aussi d'exercice physique, parce que parfois on se retrouve là dans notre chambre. On reste là avec ses appareils, on ne bouge plus toute la journée. Effectivement. Alors, peut-être qu'en termes de conseils, aujourd'hui on a des enfants qui sont de plus en plus, on va dire, qui restent dans leur cocon. Comment est-ce qu'on fait sortir un enfant qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à se confier à ses parents? Peut-être que vous l'avez côtoyé d'une façon ou d'une autre, un frère qui ne parlait pas beaucoup. Quelles sont peut-être les astuces à utiliser pour sortir ce dernier, pour l'amener à davantage s'exprimer et dire ce qu'il ou ce qu'elle ressent? Merci pour votre question. Pour pallier ce problème-là, ce problème d'isolement, parce que lorsque ça devient prolongé, ça devient un problème, mais c'est un isolement. Pour pallier dans ce problème, je conseille aux parents, je vais leur donner ce conseil-là, de souvent inscrire leurs enfants dans des salles de sport. Vous savez, lorsque vous arrivez dans une salle de sport, vous allez trouver des gens. Oui. Moi, par exemple, je suis boxeur, au-delà de tout ce que je fais. Ah, vous êtes boxeur? Je suis boxeur, D'accord. je suis régulièrement... J'étais cette personne très solitaire. Et lorsque j'ai commencé à côtoyer ces lieux, par exemple, venir ici sympathiser avec vous, ça me fait sortir de ce cadre renfermé, cette zone de confort qui me privait de beaucoup de choses. Et inscrire ces enfants dans des salles de sport, les salles de danse, Je dis même du karaté, du judo et autres. Effectivement, Ce sont des sports, oui. Ce sont des sports qui favorisent l'épanouissement social. Oui, l'ouverture aussi. L'ouverture d'esprit, parce qu'on ne doit pas toujours rester dans sa propre maison. Donc on n'est pas maître, le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Il ne faut pas rester prisonnier de son téléphone, de sa chambre, de son petit univers. C'est nécessaire de temps en temps de sortir.
le livre est disponible un peu partout, je l'espère, Ferdinand Junior Fouda. Oui, le livre est disponible pas partout, mais bientôt je vais le numériser. Je vais le Même sur Internet, on pourra l'avoir facilement. Effectivement, pour le moment, je l'ai. Et si vous me permettez, je peux un numéro de téléphone. Effectivement. Allez-y. 698 44 75 12 693 74 46 31. Un numéro de téléphone qui permettra à ceux qui nous écoutent d'avoir le livre et peut-être d'aller décrypter. Moi, je me suis arrêté quand même sur la première des couvertures et j'ai vu un blanc qui est assis au bord du lac, là, sur un rocher. Pourquoi un blanc? Est-ce que c'est une affaire de blanc, cette affaire de solitude? Ah, vous n'avez pas fait attention Non. Parce qu'on nous regarde très attentivement. Je suis sémioticien. Je suis sémioticien et je prends l'image du blanc parce que, vous savez, si on était en France, par exemple, vous savez, les Français vivent énormément la solitude. Et comme je l'ai dit, un Français sur 3 se sentait seul et des études ont été prouvées. Et j'ai pris le blanc parce que le blanc aime ce que je fais, parce que j'ai été apprécié par plusieurs Français, il faut le dire. Oui. Et donc vous voulez universaliser en fait la question. Je veux universaliser la question. Et j'interpelle aussi mes frères camerounais, mes frères africains, de souvent s'interroger, de souvent faire ce recours-là sur soi, de penser sa vie. Et la solitude doit être utilisée par mes frères parce que nous voyons des gens qui sont tellement occupés de manière virtuelle, qui sont tellement déconnectés de la réalité, mais qui mènent une vie virtuelle. Donc c'est une interpellation, c'est un appel. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai inscrit ce livre. Alors je cherchais le nom d'une autrice que j'avais reçue ici il y a plusieurs années, De Revoir. J'ai seulement retrouvé De Revoir. Mais il y a plusieurs années, elle estimait que quand elle était encore plus jeune, avec ses parents, elle avait été retrouvée face à ce sentiment de solitude permanent. Et chaque fois qu'elle posait la problématique, voilà, elle s'appelait Simone De Revoir. Chaque fois qu'elle posait la problématique ouvertement à ses parents, on lui faisait comprendre que chez nous les Africains, c'est pas trop ça. Il faut, un bon Africain doit pouvoir surmonter ces petits problèmes. Alors que les problèmes de solitude ne sont pas souvent de simples faits banals. Nos enfants peuvent se sentir seuls dans notre maison parce qu'incompris. Alors il faut faire attention et ce livre peut nous aider quand même, peut guider la réflexion dans ce sens-là. S'il y avait peut-être pour sortir une occasion de résumer ce livre en, disons, 2 phrases, qu'est-ce qu'on dira? La solitude n'est pas l'isolement et nous devons la penser autrement, positivement. Et au-delà de tout, elle reste une épée à double tranchant. Savoir l'utiliser. Sur un côté, elle blesse. Effectivement. Sur l'autre, elle consolide, elle réconforte. Elle réconforte et elle est également une opportunité. J'imagine que pour d'autres créations, vous allez prendre des moments de solitude, loin du Cameroun, loin peut-être de Yaoundé. Alors, vous avez écrit le livre en combien de temps? J'ai écrit le livre en 8 mois. En 8 mois. 8 mois. 8 mois de solitude. 8 mois de solitude. Oui. Vous en êtes fier donc? Très fier. Solitaire, je suis depuis toujours. Et c'est quelque chose, la solitude, c'est quelque chose qui fait sens pour moi. La solitude choisie, bien entendu, parce que nous devons distinguer la solitude choisie et la solitude imposée. Et c'est ce qui m'a fait écrire. Quand vous n'êtes pas solitaire, qu'est-ce que vous faites en tant qu'auteur? Lorsque je ne suis pas solitaire... Vous avez dit que vous faites de la boxe. La boxe, juste à côté, je crois, Stéphane Edjigui qui nous a rejoint fait un peu de karaté. Voilà, donc non, Stéphane Edjigui, non, prenez pas la part. Voilà, donc il fait également d'autres sports. J'ai également fait le karaté. J'ai fait le karaté pendant 5 ans. Wow. Ceinture verte. Ceinture verte. Oui, j'ai fait le karaté. Ça veut dire qu'on a quand même progressé au niveau, en termes de niveau, on est à la fédération, on a... Ah oui, j'ai même participé à plusieurs compétitions. Lesquelles on aimerait savoir? Il y a un tournoi qui est organisé dans ma localité du côté du sud. J'ai participé. Il y a également un tournoi qu'on a organisé à
à Kribi. On a organisé un tournoi à Kribi. Là, c'était pour le karaté ou la boxe? Le karaté, non, j'ai commencé la boxe il y a 2 ans. Vous avez perdu combien de combats? Est-ce qu'on peut espérer avec vous un futur Francis Ngannou? Vous savez, au karaté, ce sont les points. On marque les points. Et c'est pas trop la force physique qui compte, c'est la technique qui compte. Être rapide. Il faut être rapide, ça faut frapper là où ça fait mal. L'explosivité. On ne fait pas mal lors du combat. On fatigue. On touche. Ce sont les points. Ah d'accord. Il faut aussi, tu réussis à toucher, tu marques un point. Ce qui est différent avec la boxe. En boxe, c'est vraiment... Il faut cogner. La puissance, il faut que ça cogne fort. Oui. Vous êtes rentré déjà un de ces 4 avec un œil amber ou... Bien sûr. On vous a bien cogné un peu. C'est ça qui fait la beauté du sport. Alors, il y a des personnes qui disent, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens se tapent dessus. Des personnes parfois qui ne se connaissent pas, qui n'ont nécessairement pas de problème, mais qui se cognent dessus. Est-ce qu'on peut répondre à cette personne-là qui nous regarde et qui se pose des questions? Pourquoi est-ce que les gens se frappent dessus sans avoir des problèmes au préalable? Merci pour cette question, parce que certains parents pensent que faire apprendre la boxe à leurs enfants, déjà la boxe pour eux, c'est la violence. Mais ils oublient que la vie également, la vie c'est la violence. C'est pas faux. Il y a des coups qu'on reçoit, il y a des ruptures, et lorsqu'on encaisse un coup de poing, en boxe, c'est à peu près comme si on avait une déception amoureuse dont la boxe nous forme à la vraie vie et cela nous rend encore plus forts. Ferdinand Junior Fouda, moi j'étais heureux de partager ce moment avec toi. Maintenant, pour les auditeurs, la prochaine rencontre, c'est certainement avec votre livre, Le pouvoir de la solitude. Et puis j'ai prévu cette petite conclusion avant de vous dire merci. Parce que je l'ai lu, j'ai donné un petit point de vue quand même. En termes de conclusion, moi j'ai dit, voilà, notre voyage au cœur de la solitude s'achève. Mais les échos de cette conversation résonneront longtemps. Avec Le pouvoir de la solitude, Ferdinand Junior Fouda nous a offert bien plus qu'un livre. Une invitation à ralentir, à se retrouver, à se réconcilier avec le silence intérieur. Dans un monde qui nous pousse à l'agitation, il nous rappelle que la solitude n'est pas une absence, mais une présence, celle de soi, authentique et féconde. Que vous soyez étudiant, penseur, artiste ou simple chercheur de sens, ce livre vous tend la main. Il ne vous demande pas de fuir le monde, mais de mieux l'habiter, en commençant par vous-même. Merci à notre invité pour sa générosité, sa lucidité, son engagement. Merci à vous, fidèles auditeurs, pour votre écoute attentive. Continuez à lire, à réfléchir, à questionner, car ici, au Point littéraire, chaque livre est une porte ouverte sur l'essentiel. La deuxième partie, c'est dans quelques minutes. Merci, Ferdinand Junior Fouda. C'est moi qui vous remercie. Merci. Au kadabila, aywa.